Tendance première. 10h, 11h30. Notre dossier du jour, consacré entre autres choses, vous allez le voir, au travail d'équipe. Mieux réussir ensemble. Après plusieurs mois de télétravail obligatoire, c'est le retour sur site et en entreprise pour nombre d'entre vous. Si pas aujourd'hui, dans les semaines à venir, fort probablement. Et il faudra donc parfois réapprendre ce travail d'équipe largement bouleversé par cette méthode de télétravail. C'est peut-être l'occasion justement d'adopter de nouveaux comportements et d'améliorer ce travail d'équipe. C'est ce que nous propose de faire Guillaume Tirtiot aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes coach, pilote sur Boeing 777, formateur à Air France. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et avec un guide que vous avez publié qui fourmille de bonnes pratiques. On va parler de ce guide évidemment. Mais tout part de votre profession de pilote de Boeing, justement, comme on le disait en introduction de cette émission. Le travail dans un avion, c'est véritablement un travail d'équipe qui doit assurer, bien sûr, le transport des passagers, mais surtout leur sécurité et la sécurité des membres d'équipage. Effectivement, la sécurité, c'est même l'impératif pour les professionnels de l'aéronautique. Et ça n'a pas toujours été comme ça. On a aujourd'hui un niveau de sécurité qui est assez élevé. Je voyais que les chiffres de 2017, si on les extrapole, disent qu'il faut prendre l'avion tous les jours pendant 6033 ans pour être à bord d'un avion dans lequel au moins une personne mourra. 6033 ans. 6033 ans, ouais. Exactement. Donc, comme je le disais, la manière de fonctionner des équipages aujourd'hui n'a pas toujours été celle qu'elle est. Et dans les années 70, il y a eu toute une série de crashs, dont le plus meurtrier de l'aviation en 1977. Et à la suite de tous ces crashs, il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment en collaboration avec la NASA, et ils ont déterminé qu'il y avait des gros problèmes de fonctionnement d'équipage. Et des formations obligatoires ont été mises en place au fil des années 80 aux États-Unis, puis c'est arrivé en Europe, et on a vu une nette décroissance du nombre d'incidents, du nombre d'accidents, grâce aux formations, au fonctionnement d'équipages qui ont été proposés, qui ont été maintenant imposés depuis 2001 en Europe à tous les équipages d'avions commerciaux. C'était quoi ces problèmes à l'époque ? Alors ces problèmes qui ont été identifiés, c'était notamment des difficultés à répartir les responsabilités, des difficultés à déléguer, parfois le fait de se focaliser sur des problèmes techniques mineurs. Il y a un exemple où la lampe indiquant la bonne sortie du train d'atterrissage était grillée. L'équipage a passé plus d'une heure à essayer de déterminer si c'était un problème de lampe ou un problème de train d'atterrissage. Et plutôt que de faire à un moment donné risquer de se poser sur le ventre, mais au moins sur une piste, ils se sont crashés dans les Everglades en Floride parce que malgré le fait que le mécanicien navigant essayait de les prévenir, on a de moins en moins de carburant, il va falloir se poser. Eh bien, ils étaient en train d'essayer de résoudre ce problème mineur. Il y a aussi beaucoup de problèmes de communication, de métacommunication. On ne dit pas tout à fait les choses et on estime que l'autre devrait avoir compris. Et tout ça a mené à énormément de crashs. Avec aujourd'hui, effectivement, une aviation qui est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Et même si chaque accident, lorsqu'il a lieu, est souvent mis en avant parce que c'est un grand nombre de personnes qui est touché, il y a eu une large évolution du point de vue technique, mais surtout une large évolution du point de vue humain. Parce que le facteur humain, même lorsqu'il y a eu des accidents d'avion qui étaient dus à un problème technique, l'aviation, il faut le dire quand même, c'est un des éléments, un des moyens de transport qui a été le plus souvent analysé dès qu'il y avait un accident, analysé de manière très pointue pour essayer de changer les choses. Et l'aviation réagissait très vite dans toutes les compagnies pour changer et faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais le facteur humain jouait un rôle évidemment essentiel, même dans ces cas-là. C'est donc pour cela qu'il y a eu un énorme travail sur l'humain et dans les équipes, et qu'aujourd'hui, eh bien, ce travail qui a été effectué, ces formations continues, parce qu'elles sont continues, hein, ça n'arrête jamais en fait. C'est tous les ans, c'est chaque fois qu'on va au simulateur 2 fois par an. Aujourd'hui, on estime, il y a des publications scientifiques à ce sujet-là, qu'environ 70% des incidents, des accidents sont dus au facteur humain. Et aujourd'hui, quand on est au simulateur de vol pour nos évaluations, pour nos entraînements périodiques, donc tous les 6 mois, la majorité de ce qui est évalué porte sur le fonctionnement de l'équipage. On part du principe que des pilotes qui ont plusieurs milliers d'heures de vol, finalement, savent piloter leur avion. Donc on continue à avoir quelques entraînements à la mise en œuvre des procédures de manière correcte. Essentiellement, on nous met dans des situations
plutôt grise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la procédure à appliquer dans cette situation-là, mais par contre, il va falloir commencer à en discuter en équipage dans un intervalle de temps qui est relativement restreint. On nous met toujours une petite pression temporelle. Et puis, on doit prendre moi, j'appelle ça la décision suffisante. C'est-à-dire que c'est la décision qui va répondre à l'impératif de sécurité. On va aller faire en sorte que les passagers soient en sécurité. Mais par contre, peut-être qu'on ne va pas aller se poser à destination. Donc, on ne va peut-être pas remplir le contrat en termes de vous amener de A à B. Mais par contre, l'objectif, c'est de vous emmener peut-être à C, mais en bonne santé. C'est ça. Mais donc, vous faites des simulations en équipage. C'est pas uniquement une simulation de pilote. Enfin, ça doit se faire aussi, j'imagine. Mais les formations se font aussi en équipage. Tout le monde est présent dans l'avion et on simule des événements, quoi. Alors, il y a deux types de formations. Des formations qui sont du simulateur pur pilotage, mais dans lequel il y a énormément de facteurs humains qui est introduit. Et puis, il y a des formations qui sont plus orientées travail en équipe, qui sont communes avec le personnel de cabine. Alors, celles-là ont rarement lieu dans un simulateur parce qu'il existe ce genre de simulateur, mais ils sont beaucoup moins réalistes au niveau pilotage. Donc, c'est plutôt pour des exercices de gestion de la cabine et de communication entre les pilotes et le personnel commercial. Sur une période de 3 ans, oui, nous avons de manière obligatoire un certain nombre d'heures de formation commune au travail en équipage avec le personnel de cabine. C'est ça. Personnel qui change régulièrement sur le terrain. Vous n'êtes jamais avec la même équipe à chaque vol. Il y a pas mal de changements aujourd'hui. Alors effectivement, ça c'est une particularité du métier. Chez Air France, on est 3800 pilotes. Donc la probabilité que je revole avec un collègue sans en avoir fait la demande, parce qu'on a un système qui permet de faire des demandes de vol, est extrêmement faible. Idem pour le personnel de cabine. On a 13 000 hôtesses, 13 000 stewards. Du coup, la probabilité qu'on vole ensemble est très faible. Donc, on redécouvre de nouvelles personnes systématiquement, quasi à chaque vol. Ça, c'est un aspect important, évidemment, parce que ça amène cette espèce d'inconnu à chaque fois. Et donc, aussi, le pourcentage de confiance que l'on doit avoir en l'autre, mais que ça n'est pas l'élément essentiel. Il y a toute une série de choses qu'on va construire, justement, là-dessus, pour que ça soit efficient, sécuritaire, que chacun travaille dans un environnement qui favorise aussi son bien-être, même si on ne connaît pas cette personne dès le départ. Exactement. Alors, on part du principe que la confiance est acquise. On est en présence de professionnels qui suivent des formations continues, qui sont évalués de manière continue. Donc, on part du principe que la confiance est acquise. Maintenant, effectivement, il y a toute une série, il y a une base qui existe. Tout ce qu'on appelle nos procédures, qu'on est obligé d'appliquer, et puis toutes ces bonnes pratiques qui sont détaillées dans le guide auquel vous avez fait allusion, ce sont des bonnes pratiques qui sont évaluées au simulateur. Donc on demande aux pilotes, on demande au personnel de cabine d'appliquer ces bonnes pratiques. Et alors pour la petite anecdote, il y a quelques années, pour vous dire à quel point la sauce prend rapidement, il y a quelques années, j'ai la chance d'emmener mon épouse sur un vol vers la Jordanie, pour aller visiter le site de Petra, et le commandant de bord avait emmené sa fille également, et on était donc dans un Airbus A320, et mon épouse et la fille du commandant de bord font le décollage au cockpit. Et en sortant du cockpit, je vais la raccompagner à son siège, et elle me dit « Mais tu le connais depuis des années, le commandant de bord ?» Je dis « Non, pas du tout, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 2 heures à la préparation du vol. » Elle était persuadée, vu les interactions qu'on avait, qu'on était des amis de longue date. C'est parce qu'il y a ces heures et ces heures en simulateur ou ces heures de vol que vous arrivez à cela, parce que ça devient quoi, une gymnastique finalement qui est un peu toujours la même, les mêmes procédures, la même manière d'aborder les choses. Les procédures sont extrêmement importantes et ça fait partie de... Donc d'un côté on a le fonctionnement de l'équipage, le CRM, de l'autre côté on a les procédures. C'est vraiment un socle et on nous demande, on a des procédures qui sont extrêmement strictes, on nous demande de les appliquer dans toutes les situations, sauf éventuellement, c'est extrêmement rare dans une situation dans laquelle on estime que là vraiment c'est pas approprié. C'est extrêmement rare de rencontrer ce genre de situation. Donc effectivement les procédures sont extrêmement importantes. Maintenant d'un autre côté, on est éduqué, moi depuis que je suis bébé pilote, je suis éduqué au fait de partager les informations dès qu'elles apparaissent.
et pas garder ça dans un coin pour une raison ou l'autre, alors que dans d'autres milieux professionnels, je me rends compte qu'on a tendance parfois à ne pas partager parce qu'on n'ose pas, parce qu'on va peut-être on a l'impression qu'on va passer pour un imbécile si on dit quelque chose, ou alors on va le garder pour soi parce que peut-être qu'on va mettre l'autre en difficulté. On est vraiment dans un paradigme complètement différent. Guillaume Tirciot, quand on revient sur simulateur après une période comme on l'a toutes et tous traversée, où on n'a pas été au travail, on n'a pas vu ses collègues, que ce soit dans l'aviation ou dans le monde de l'entreprise par exemple, est-ce qu'il y a des défauts qui reviennent, des petites choses qui reviennent assez naturellement, qu'on a retrouvées avec votre équipage ou avec vos équipages, mais qu'on peut élargir au monde de l'entreprise? Il y a effectivement des défauts qui reviennent, on s'en rend compte. On a un des socles de la sécurité en aviation, c'est la notion de partage d'expérience. Donc quand il nous arrive un incident, on doit faire un rapport. C'est obligatoire, c'est dans la loi. Et on se rend compte qu'il y a toute une série d'incidents qui se produisent depuis 1 an et demi, 2 ans, qui ne se produisaient plus ou qui se produisaient beaucoup moins en période de routine, on va dire. Et ces incidents sont pris en compte lors des formations simulateurs. C'est-à-dire que là, on retourne... Pour l'instant, le nombre de vols n'a toujours pas atteint son chiffre, enfin son niveau de 2019. Ici, pour vous donner une idée, Air France a, par rapport au mois d'août, diminue de moitié son nombre de vols long courrier pour le mois de septembre. Donc, ça a un impact énorme sur la pratique des pilotes. Et donc, on passe par le simulateur plus que d'habitude. Et lors de ces séances de simulateur supplémentaires, on nous fait faire des exercices qui sont liés, qui sont inspirés par les rapports d'incidents qui sont récoltés. Il y a la partie technique, la connaissance technique évidemment. Les gens pourraient se dire mais moi je suis pas pilote du tout, etc. Mais il y a aussi tout le reste qui l'entoure et c'est ça qui a été beaucoup travaillé ces dernières années et où vous vous êtes dit ça peut vraiment être appliqué en entreprise aussi. Des marqueurs comportementaux que l'on va pouvoir mettre en évidence afin d'améliorer ce travail et ce collectif. On va y revenir dans quelques instants évidemment et parler de ces marqueurs comportementaux et de ce guide des bonnes pratiques que vous nous proposez, Guillaume Tirciot. Vous restez bien avec nous. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de nous laisser votre message par Facebook, par SMS au 60 31 ou via un courriel à tendancepremière@rtbf.be. Tendance première. Mieux réussir ensemble, c'est le guide de bonnes pratiques de Guillaume Tirciot. Ah, vous n'êtes pas tout seul, hein, parce que dans votre équipe, finalement, c'est tous des membres d'équipe d'avion et de l'aviation aussi. Hein. Exactement. Donc, le guide que nous avons publié il y a quelques mois fait suite à un travail qu'on nous a confié chez Air France avec 4 autres collègues, du personnel de cabine également d'autres pilotes, pour accompagner un nouveau changement de paradigme auquel l'aviation fait face aujourd'hui. Et c'est une recommandation de l'Agence européenne de sécurité aérienne, mais aussi de l'IATA, qui est une organisation mondiale, qui est partie d'un constat, c'est celui qu'aujourd'hui, la manière dont on formait les pilotes n'était plus adaptée à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on continuait à nous entraîner. Je savais pertinemment qu'une de mes 4 séances de simulateur tous les ans, j'allais devoir y reproduire 5 ou 6 exercices techniques de pilotage. Aujourd'hui, ça va plus du tout être le cas. L'idée, c'est de développer des compétences qui vont faire en sorte que les pilotes seront capables de faire face à des situations imprévues, voire même qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. Oui. C'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire concrètement, il y a un incident qui s'est passé dans une compagnie aérienne il y a quelques années où un avion a perdu un moteur en vol. Enfin, quand on dit perdre un moteur, le moteur s'est arrêté. Sauf que le moteur a littéralement explosé. En explosant, il y a des morceaux du moteur qui sont détachés, et donc l'avion n'avait plus que 3 moteurs, et le constructeur publie dans des ABAC l'altitude à laquelle l'avion va pouvoir voler sur ces 3 moteurs. Eh bien, il se fait que l'avion n'était pas capable de tenir l'altitude publiée. Il volait 1500 mètres plus bas environ. Alors, c'était pas grave parce qu'ils étaient au-dessus de la mer. Ils auraient été au-dessus de l'Himalaya, ça aurait été une autre paire de manches. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que dans n'importe quelle situation, les pilotes aient les bons réflexes de communication, de prise de décision, de répartition de la charge de travail pour faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est ça, il peut y avoir aussi un enchaînement d'événements qui s'associent les uns les autres, mais qui n'étaient pas prévus dans cet enchaînement-là. Par exemple, le moteur s'arrête, il explose.
explose et il y a des morceaux qui se coincent ou qui coincent le train d'atterrissage, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, l'imprévu, il est constant dans ce genre de situation. Mais à partir de quel moment vous vous êtes dit que tout cela, tout ce que vous viviez, et cette manière que vous aviez de gérer les choses qui était plutôt bonne et une bonne réussite, pouvait s'adapter dans d'autres circonstances, dans d'autres entreprises, dans d'autres milieux professionnels. J'ai vu notamment que vous avez travaillé avec des services d'urgence ou des salles d'opération dans les hôpitaux, où c'est vrai qu'on a des équipes qui ne se connaissent pas forcément, qui doivent travailler ensemble sur des situations quand même assez délicates, puisqu'il s'agit d'opérations. Mais quand est-ce que vous vous êtes dit, mais tout ça pourrait servir dans d'autres entreprises ? Alors ça vient d'un ami avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, qui m'avait parlé de ça. Il avait fait 3 ans d'études de médecine avant de devenir pilote. Et il m'avait dit, tu sais, je connais beaucoup de médecins et ils pourraient bénéficier de ce qu'on apprend, nous, en termes d'utilisation de checklist, en termes de travail en équipe. Et donc, on s'était penché là-dessus. On s'est rendu compte qu'aux États-Unis, ils avaient déjà un peu d'avance. On s'est inspiré de ce qui se faisait déjà. On a adapté ce qu'on faisait en aviation et effectivement, depuis 2014, on a travaillé avec plusieurs hôpitaux en Belgique et à l'étranger. Et puis, plus récemment, en fait, les problèmes sont les mêmes partout. L'humain est constant. Il va falloir adapter, bien sûr, certaines pratiques aux réalités du terrain, des différents métiers, mais que ce soit en matière de communication, en matière de gestion d'une équipe, leadership, en matière de prise de décision, en matière de gestion de sa charge de travail, et même de gestion de l'individu, parce qu'on introduit aujourd'hui les notions de gestion du stress, gestion de l'attention, gestion de la fatigue, qui sont très importantes. On ne peut pas avoir une équipe performante si les individus ne le sont pas à titre... C'est votre premier élément, d'ailleurs. C'est mon premier élément. Connaissance de soi. Tout à fait. C'est pouvoir s'auto-analyser pour connaître alors à la fois ses faiblesses et ses forces, mais aussi les moments où l'on n'est plus défaillant, où Exactement. on pourrait devenir défaillant. On pourrait devenir défaillant, c'est apprendre à les reconnaître ces moments, et surtout apprendre des outils pratiques pour réussir à se reconnecter, c'est-à-dire à récupérer une capacité cognitive permettant de gérer la situation au mieux. Donc ça, c'est la première étape. Comment on fait pour bien se connaître ? Parce que c'est vrai que toutes et tous, on essaye quand même, et surtout à certaines périodes de sa vie, de mieux se connaître. C'est pas toujours simple. Est-ce que vous, dans votre pratique de l'aviation, ou dans ce que vous apprenez dans votre univers, eh bien, il y a des trucs ou des méthodes qui sont efficaces ? Alors, c'est un des domaines les plus compliqués à apporter aux gens. Subjectif. C'est pas que ce soit subjectif, c'est que, en fait, si on veut vraiment accompagner les gens, ça doit passer par un coaching, et ça, c'est extrêmement coûteux pour les entreprises, notamment dans l'aérien. Je vous dis, là, on est 17 000 au total chez Air France. S'il fallait accompagner tout le monde sur une base individuelle, ce serait compliqué. Par contre, autant le CRM, donc la gestion des facteurs humains en aviation, c'est initialement focalisé sur les 5 grandes compétences que sont communication, travail en équipe, gestion de la charge de travail, conscience de la situation et prise de décision. Aujourd'hui, depuis quelques années, on introduit des notions de connaissance de soi. Et cette année, pour être pratique, chez Air France, on forme l'intégralité du personnel navigant alors on leur a déjà parlé de cohérence cardiaque, de respiration abdominale pour calmer le stress suite à une situation stressante, justement. On leur amène aussi des notions d'imagerie mentale. Comment se préparer à une situation dynamique grâce à l'imagerie mentale. Et puis, on parle aussi de gestion de conflit. Parce que une fois qu'on a un conflit dans un équipage, ça va avoir un impact sur la performance de l'équipage, et donc on veut essayer d'éviter ça au maximum. Un élément essentiel, quand je le disais, la communication. Alors apprendre à bien communiquer quand on fait un travail d'équipe, ça paraît une évidence, et pourtant je me suis rendu compte que même nous, au sein de nos équipes, on communique pas. C'est pas qu'on communique pas bien, on communique pas de manière suffisamment efficace. Et dans votre pratique, évidemment, l'efficacité, la rapidité dans la communication sont des éléments essentiels, mais on se rend compte qu'effectivement, ça pourrait être un élément bien moins stressant si on communiquait mieux dans les équipes. Et ça veut dire aussi pouvoir faire le tri dans ce qu'il faut dire, annoncer effectivement très rapidement les éléments essentiels, mais ne pas, le faire de manière intelligente aussi. C'est pas forcément évident, hein. C'est pas forcément évident parce qu'on ne nous l'a pas appris, mais tout s'apprend. Et si vous regardez les marqueurs comportementaux qui sont liés à la communication, un d'eux, c'est déjà déterminer avec qui et quand communiquer. C'est essentiel. Si vous voulez transmettre un message à quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors si vous le transmettez à la mauvaise personne, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Donc il y a toute une série comme ça de pratiques qui sont extrêmement simples, mais qu'il faut
en fait, câblés dans notre inconscient, quelque part, à force de les répéter pour changer de manière de communiquer. Et pour vous donner un petit exemple, hier, j'ai un proche qui est à la maison, il me dit, il n'a pas de poste fixe dans l'enseignement. Et il me dit, ceux chez qui j'étais là l'année passée, ceux chez qui je travaillais l'année passée, ne m'ont pas rappelé. Mais donc, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai appelé un autre pour voir s'il avait besoin de moi, il avait besoin de moi, et puis après, j'ai appris, en fait, par quelqu'un d'autre que ceux chez qui j'étais l'année passée avaient besoin de moi quand même. Je dis, pourquoi tu les as pas appelés ? Parce que d'habitude, c'est eux qui appellent. Donc là, on est dans un marqueur comportemental qui est lever les doutes. Lever les doutes en aviation, c'est crucial. L'accident que j'ai évoqué tout à l'heure en 1977, ce qui a causé 583 morts, c'est notamment un problème de levée de doute. Le doute n'a pas été suffisamment levé. Guillaume Tirsiot, quand on vous écoute, on pense évidemment au monde de l'entreprise, et quand on évoque la communication, on évoque les mails par exemple, avec cette grande pratique très généralisée, c'est « mets-moi en copie de ton mail ». Donc on a des boîtes mail qui sont surchargées, et donc pour en revenir à ce que disait Véronique également, à qui s'adresser, à qui bien communiquer, et comment remettre en question finalement cette notion de management qui est « envoie-moi quand même une copie, il faut qu'on soit tous au courant », alors que non. Alors que non, je suis assez d'accord avec vous. Là, on tombe dans un autre domaine. On est sur... Bon, bien sûr, on a de la communication. En fait, de la communication, on en a partout. Mais on est plus sur du leadership et de la gestion de la charge de travail. Il est évident que si vous avez un manager qui veut être en copie de tout, qui veut être au courant de tout, il va être surchargé. Et donc, en termes de gestion de la charge de travail, ça pose un problème. Moi, je me rends compte dans pas mal d'entreprises de la difficulté de pas mal de managers de déléguer. Et c'est vraiment de nouveau un apprentissage qui doit pouvoir se faire et en se basant sur des pratiques simples. C'est-à-dire, on ne va pas penser qu'on va changer du jour au lendemain. Non. Moi, je suis incapable d'appliquer tout ce qu'il y a dans mon bouquin parce que on n'est pas toujours parfait, c'est pas possible. Par contre, se dire, tiens, là, j'ai rencontré une certaine situation, ça n'a pas été terrible, donc la prochaine fois, je vais essayer de faire comme ça. Parce que, tiens, c'est préconisé, je vais essayer. Puis ça a mieux marché. Donc je répète, et puis à force de répéter, ça va devenir automatique. Guillaume Tirsiot, on a un SMS qui nous est arrivé, SMS de Marc qui dit ceci: vous discutez aujourd'hui avec un commandant de bord, il y a donc cette notion de chef et de chef d'équipe. Aujourd'hui, on a de plus en plus de modèles de management qui remettent en question la question justement du chef d'équipe. C'est tout à fait exact. Alors, juste pour la précision, vous n'êtes pas commandant. Je suis copilote pour l'instant. J'étais commandant chez TNT, chez Ryanair, je suis copilote chez Air France. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la manière dont les équipages travaillent aujourd'hui, dans les avions de ligne, le gradient hiérarchique est extrêmement aplani par rapport à ce qu'il était dans les années 70. Le commandant de bord restera toujours le décideur final dans des situations critiques parce que c'est lui qui porte la responsabilité pénale de la décision. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, lorsque la situation n'est pas critique, eh bien il est très fréquent que ce soit le reste de l'équipage qui prenne la décision et qu'elle soit validée par le commandant de bord. On dit aujourd'hui que, on voit ça dans des livres de CRM, notamment publiés par Airbus, que le gradient hiérarchique idéal aujourd'hui doit être de 51% pour le commandant de bord, 49% pour le ou les copilotes. Donc effectivement, le paradigme du chef, c'est un paradigme qui s'essouffle et on le voit, on parlait tout à l'heure de capacité à déléguer. Dans mon livre Mieux réussir ensemble, je propose un petit modèle de leadership très simple et en fait, on se rend compte que ce que les gens ont du mal à faire dans la plupart des situations, c'est de confier la responsabilité de la gestion d'une situation à l'expert de la situation. Mmh. D'autant que dans un avion, vous êtes effectivement... Alors, même le commandant qui pilote à bord ne va pas commander forcément les hôtesses. Les hôtesses font déjà une partie de leur boulot, de même la tour de contrôle. Donc, il y a de toute façon un travail d'équipe, même si à un moment donné, dans certaines situations, la décision finale lui revient. Mais on voit quand même qu'il y a un certain travail d'équipe qui est bien coordonné et sur lequel, vous l'avez dit, il faut s'appuyer sur la confiance. De toute façon, c'est un des critères absolus. Ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise. Faire confiance à son personnel de bord, ce n'est pas toujours évident non plus. Mais on voit que c'était effectivement une condition essentielle. On va revenir avec vous évidemment sur mieux réussir ensemble, gestion du stress, travail en équipe et autres compétences non techniques, s'inspirer des bonnes pratiques d'un pilote de ligne et sur les bons conseils. Vous pouvez toujours réagir bien sûr en nous envoyant par exemple un SMS au 60 31 75 centimes le message Coldplay. Tendance première, Cédric Moutier
Véronique Tiberghien. On l'a dit, Guillaume Tertiot, vous l'avez vécu aussi, cet arrêt de travail, entre guillemets, par rapport à la situation que nous avons connue ces derniers mois. Pendant plus d'1 an, certains ont même dû télétravailler, vont progressivement retrouver leurs habitudes sur site. Enfin, on l'espère en tout cas. Mais parfois, il va falloir peut-être réapprendre à travailler en équipe. Est-ce que vous avez eu des retours où vous vous êtes dit que pour des personnes qui sont en situation de télétravail depuis si longtemps et pour qui il a fallu réorganiser cette façon de travailler, pour qu'il y a eu perte aussi de ce travail collectif? Parce que c'est très compliqué en télétravail de faire un travail collectif. Ou vous pensez qu'on peut y arriver? Alors, je suis pas un spécialiste du télétravail. J'ai dû en faire un peu. Oui. Parce que piloter un avion en télétravail, pour l'instant, ça reste contrôle. Ça s'appelle un jeu vidéo. Voilà. Par contre, typiquement, dans le cadre du travail que j'effectue sur précisément le travail en équipe avec mes collègues, on a des réunions et au début, on a essayé de faire ça en télétravail. Et puis, on s'est rendu compte qu'on allait se rendre sur site parce qu'on avait la possibilité de le faire et c'était beaucoup plus efficace. Donc, je suis persuadé qu'il y a certains domaines dans lesquels, ou certaines travaux spécifiques pour lesquels c'est tout à fait envisageable, et même c'est plutôt bien, je trouve. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup moins évident. On a testé aussi, au tout début du premier confinement, des formations au travail en équipe, à distance, en télétravail, pour essayer de ne pas prendre de retard par rapport aux formations qui sont réglementaires et donc qui risquaient de s'accumuler. Et ça, il y a eu un essai qui a été fait, on a abandonné tout de suite. Pourquoi ? Parce que ce sont des formations qui sont essentiellement basées sur des échanges. Le but, c'est pas de convaincre les gens. Le but, c'est de leur faire prendre conscience que tout le monde est concerné, que tout le monde rencontre ce genre de problématiques et de les accompagner pour qu'ils construisent leurs propres solutions. De voir comment ils peuvent implémenter des fonctionnements différents, des comportements différents pour être plus performants en équipe. Et quand vous avez, on fait ça avec des groupes de 8 à 12 personnes, mais quand vous faites ça à distance, c'est extrêmement difficile à gérer pour le formateur. Comment être plus efficace en entreprise? Comment éviter les pertes de temps, les blablas qui ne servent pas à grand-chose? Est-ce que vous avez, grâce au monde de l'aviation, là aussi des clés pour ceux et celles qui travaillent en entreprise? Alors, oui, je dirais que une des pistes, ce sont tous ces marqueurs comportementaux qui sont listés dans le guide des comportements efficaces. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas changer du jour au lendemain, mais par contre, l'idée, c'est de se dire, tiens, sur quoi il faudrait travailler? Qu'est-ce qu'on a loupé là récemment? Donc ça commence par passer par un feedback. Il faut se regarder dans le miroir, soit seul, soit en équipe, et dire, OK, qu'est-ce qu'on a loupé là récemment? À cause de quoi on l'a loupé? Et comment on pourrait fonctionner différemment? Et ce guide permet de donner des pistes. J'ai cru que vous alliez peut-être dire faire une checklist, parce que moi, c'est la première chose qui m'était venue quand je vous ai lu. Et puis, vous l'avez dit plusieurs fois ici en émission, ce concept de checklist, au fond, il est absolument pas idiot pour faire un état des lieux, justement, du travail d'équipe. Alors, il faudrait concevoir une checklist adaptée à ça, bien sûr, mais on pourrait tout à fait essayer de mettre en place un certain protocole, une procédure avec les bonnes questions à se poser pour essayer d'aller déterminer ce qui a bien fonctionné, pour reproduire ce qui a bien fonctionné, parce que c'est la première clé, et puis après, déterminer ce qui est améliorable et voir quels sont les comportements qu'on va essayer de changer. C'est quoi une bonne question à mettre dans cette checklist ? Une bonne question... Ou plusieurs, quelques exemples de bonnes questions qu'on se pose peut-être pas suffisamment. Alors, je dirais que ce sont toutes les questions... Moi, comme vous le savez, je suis aussi coach, et ce sont toutes des questions que je vais chercher dans le coaching. Donc, l'idée, c'est de mettre la personne face à elle-même, et d'essayer d'aller creuser un peu plus loin que j'ai pas fait ça et ça a pas marché. C'est qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça? Je fais beaucoup allusion, quand je travaille avec des personnes en individuel et même en équipe, au dialogue interne. Donc, à la petite voix qu'on a dans notre tête. C'est extrêmement utile pour évaluer dans quel mode de fonctionnement on est. Si, quand on me dit quelque chose, ce que j'ai tendance à me dire, c'est « oh non, pas ça », ou alors je croise quelqu'un « oh non, pas lui », forcément l'interaction va mal se passer. Le premier réflexe à avoir, le premier apprentissage à avoir, c'est de réussir à intercepter cette petite voix et de prendre compte de ce qu'on se dit et la manière dont on se conditionne. Je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Et donc, dans le cadre de n'importe quelle situation qui n'aurait pas fonctionné,
Tiens, telle personne n'a pas dit ça. Ok, mais pourquoi n'a-t-elle pas dit ça? Est-ce qu'elle l'avait pas vu? Si elle l'avait vu, d'accord, elle l'avait vu. Donc, qu'est-ce qui l'a empêché de le dire? Est-ce que c'est une pression extérieure? Mais cette pression extérieure, est-ce qu'elle est la seule à la ressentir ou pas? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Si elle s'est dit, je vais pas le dire parce que ça leur fera les pieds, c'est peut-être une vengeance, ça peut arriver. Je suis certain que ça arrive. Il y a comme ça, il y a un incident en aviation où un copilote n'a pas dit au commandant de bord qu'ils étaient en train de se poser sur la voie de circulation à côté de la piste pour se venger du comportement du commandant de bord pendant tout le vol. Le copilote avait complètement perdu de vue que sur cette voie de circulation pouvait arriver un avion à n'importe quel moment qui circulait pour aller vers la piste. La piste est extrêmement protégée pour les décollages et les atterrissages, mais les voies de circulation autour, beaucoup moins. Et il s'est passé quoi? Il s'est rien passé parce que fort heureusement, il s'est passé quelque chose après, donc tout ça a été débriefé, mais fort heureusement, il n'y avait pas d'avion qui circulait sur cette voie de circulation. Je suis dans une grande entreprise dans laquelle je suis seul sur les routes et quasi autonome. C'est génial, je peux vous écouter la journée, merci. Je bosse au rythme que je veux, je m'arrête pour manger où je veux. C'est magnifique, surtout quand j'entends les collègues qui sont dépendants des autres et souvent de responsables qui ne voient que leurs intérêts et non ceux des collègues. Message reçu par SMS, message d'Yvan. Alors, ça me permet de rappeler une phrase d'Idriss Aberkan qui dit il faut faire une distinction entre les leaders qui mettent le projet au service de leur ego et ceux qui mettent leur ego au service du projet. Ce qui est quand même très souvent fréquent. Ça ne se dit pas, mais c'est très fréquent. C'est fréquent, effectivement. On le voit régulièrement. Et la conséquence, quelle est-elle? On va avoir un impact sur la performance qui va essentiellement être lié à la motivation des équipes, au manque de motivation des équipes. On parle beaucoup aujourd'hui des entreprises participatives au point qu'on a totalement noyé le concept et que souvent il est appliqué un peu n'importe comment dans certaines entreprises. Ce que vous proposez, je trouve, c'est finalement le meilleur mariage entre une entreprise plus pyramidale et une entreprise très participative où on a trop finalement de participation et qu'il n'y a plus de prise de décision. C'est une belle jonction entre les deux finalement, parce qu'on parle quand même de leadership, on parle quand même de prise de décision, mais il y a une forme de respect mutuel qui est tout le temps mis en avant dans ce concept. Oui. Vous connaissez probablement Frédéric Laloux. Oui. Donc j'avais essayé de le contacter, mais il est fort occupé. Mais j'ai eu des échanges avec une personne qui travaille avec lui. Et effectivement, donc moi je ne suis pas dans ce concept des entreprises libérées ou des entreprises complètement transverses des allocraties, mais je dirais qu'on est à mi-chemin. Oui. C'est toute une série de pratiques qui fonctionneront tant dans une entreprise pyramidale que dans une entreprise beaucoup plus transversale, si ce n'est tout ce qui est leadership. Leadership, pour moi, le leadership, ça doit être quelque chose qui doit se diriger vers, quand la situation le permet, un fonctionnement plus transverse. C'est ça. Comment fait-on dans l'aviation quand on a un leader qui n'est pas à sa place, qui arrive dans l'entreprise? Alors, on en aura toujours. Ce sera jamais parfait nulle part. Et l'idée, c'est qu'on s'adapte. Ces outils-là permettent aussi de s'adapter. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'au vol suivant, on sera probablement, quasi certainement, plus avec la même personne. Donc, on prend son mal en patience. On garde cet impératif de sécurité en priorité dans notre tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra pouvoir intervenir si on estime que cet impératif n'est pas respecté, malgré le comportement de l'individu en question. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en équipe, dans leur caractère, pour qui ce n'est pas fait Moi, je suis persuadé que tout s'apprend pour tout le monde. Oui. C'est toujours une question d'apprentissage. On n'est pas éduqué à travailler en équipe. Quand vous pensez au système scolaire, c'est absolument pas ce qu'on nous apprend. Et puis, on arrive dans le monde de l'entreprise et c'est ce qu'il faudrait faire pour être plus performant. Donc, on a un désapprentissage et puis un réapprentissage à faire. Quid de la spécialisation ou de la polyvalence déléguée à l'expert de la situation? Cela veut dire qu'il faut toujours avoir un expert sous la main, nous dit Cécile. Alors, l'expert de la situation, effectivement, s'il n'existe pas, il va falloir passer à autre chose, c'est-à-dire voir comment, ensemble, en équipe, on va pouvoir, si on a le temps, pour autant qu'on ait le temps, on va pouvoir discuter de la situation pour y apporter une solution qu'on espère être la bonne. Si on n'a pas le temps, et si le risque est élevé, eh bien, à un moment donné, il va falloir que la personne qui est en charge, et c'est là qu'on parle de responsabilité, prenne une décision, et qu'on applique la décision à un moment donné si on estime, si personne n'est contre pour un motif de sécurité
qui pourraient se présenter éventuellement. On rappelle le titre de votre ouvrage, Mieux réussir ensemble, c'est paru aux éditions Edipro. Guillaume Thirtiot, on vous souhaite de revoler très vite de manière constante. Je revole, mais beaucoup moins qu'avant. Et vous avez perdu des éléments, vous avez senti qu'il y avait des choses... J'ai senti que j'ai perdu certaines choses, mais d'un autre côté, je découvre d'autres univers, parce que là, maintenant, je travaille avec des pompiers, avec des directeurs d'école, avec... Ah oui, avec les formations que vous proposez. Dans les formations que je donne, dans le nucléaire, beaucoup, donc c'est absolument passionnant, parce que ça me permet d'aller chercher parfois chez eux des bonnes pratiques que je peux amener dans le monde de l'aérien. Vous devriez venir ici. Avec grand plaisir. Bah oui, ça serait chouette. Oui. Je pense qu'il y a du boulot. Enfin, pas nous, l'équipe. Nous, ça fonctionne super bien. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, comme disait l'autre. Écoutez, je vais vous laisser avec vos fantasmes. Merci beaucoup, Guillaume Thirtiot, d'être venu dans cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Isabelle Adjani.